Amis du Bistro Talk, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre d'Éric Vieux de Morzadec, Héros oubliés. C'est un livre d'histoire sur la participation de Français ou d'Américains d'origine française dans la guerre civile américaine côté sudiste, côté confédéré. Alors, avant tout, je tiens à préciser que ce n'est pas un livre promulguant, diffusant des idées racistes ou ségrégationnistes. C'est un livre d'histoire sur l'influence de ces généraux français dans la guerre civile américaine. Alors, c'est un livre intéressant qui retrace les grandes batailles et la participation de ces généraux français dans la guerre civile américaine dans le contexte historique de l'époque, c'est-à-dire de la guerre civile américaine du Sud des Confédérés contre les nordistes, les Yankees. C'est un livre qui défend aucune position politique, mais retrace tout simplement des faits historiques. Bien évidemment, cette guerre fut la première guerre moderne de ce nom, avec l'utilisation de mitraillettes, de mitrailleuses, l'utilisation de cuirassiers, l'utilisation de sous-marins, petits sous-marins bien évidemment individuels ou à deux maximum il me semble, pour mettre des charges explosives sur les navires des protagonistes. Alors, ce livre est intéressant. Il retrace des histoires de batailles, de généraux, l'historique, etc. Je vous invite à le lire. Bien évidemment, nous allons vous présenter la conférence d'Éric Vieux de Morzadec, lieutenant-colonel de l'armée française. Et après cette conférence, qui va durer grosso modo une demi-heure, je ferai une petite conclusion, donc je vous dis à tout à l'heure. Alors, je suis venu ce soir pour vous parler de la guerre dite de sécession en France, dite Civil War dans les États du Nord, dans les États yankees, et dite guerre entre les États ou seconde guerre d'indépendance dans le Sud. Alors, l'histoire est écrite par les vainqueurs, sauf la guerre d'Espagne, qui a été écrite par les vaincus, dont l'histoire a été écrite par les vaincus en grande partie. Mais mon but est pas de vous apprendre quelque chose, parce que je pense que vous avez tous une idée de ce que fut cette guerre qui dura pratiquement presque 5 ans, qui fait 1 million de morts sur les champs de bataille, soit directement, soit indirectement, parce qu'il y avait des blessures terribles, je vous expliquerai pourquoi. Et puis, à cette époque-là, il n'y avait pas encore les techniques de soins modernes que l'on connaît maintenant, et notamment au niveau de la désinfection des blessures, etc. Et en fait, ce que je voudrais, c'est rétablir un petit peu la vérité. Pas ma vérité, mais la vérité. Voilà. C'est pas ma vérité parce que j'ai un grand-oncle qui était dans l'armée du Sud, ça n'a rien à voir. C'est simplement parce que tout a été dit, un peu comme sur les guerres de Vendée,
qui sont d'actualité aujourd'hui. Mais d'ailleurs, à ce propos, mon arrière-grand-oncle, le général Pierre-Gustave Toutant de Beauregard, disait « Nous sommes les Vendéens, ils sont les Jacobins », en parlant des Bleus, c'est-à-dire des gens, des Yankees, des gens du Nord. Alors, en fait, la cause de cette guerre, tout le monde dit partout que c'est l'esclavage. En fait, c'est en partie vrai, en partie faux, parce qu'il faut savoir que l'esclavage ne concernait qu'une minorité de gens dans le Sud. Déjà, les gens qui étaient propriétaires terriens, qui avaient de l'argent, qui étaient très riches et qui pouvaient entretenir une maisonnée d'esclaves. Il faut savoir qu'à l'époque, la case de l'oncle Tom a servi de référence, mais l'auteur de la case de l'oncle Tom n'a jamais mis les pieds dans le Sud. Donc elle n'était pas très bien informée, elle ne savait pas trop de quoi elle parlait. Alors je ne suis pas du tout en train de défendre l'esclavage, qui est une abomination, et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le général Lee, qui était le commandant en chef des armées du Sud, qui a dit que l'esclavage était une abomination et qu'il fallait y mettre fin. Et le général Beauregard disait qu'il combattait pour un Sud fraternel et chrétien. À savoir qu'il avait même créé une école pour les enfants noirs misérables. Ensuite, il a refusé, après la guerre, de rejoindre le Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan qui est issu de la guerre de sécession, c'est vrai, qui a été fondé par un général qui s'appelait Nathan Bedford Forrest, qui était le commandant de la cavalerie, un des commandants de la cavalerie du Sud, mais qui a été créé pour lutter contre les Noirs, les Juifs et les catholiques. Et la plupart des gens dont je vais vous parler étaient catholiques, donc ils n'allaient pas s'auto-combattre. Alors, cette guerre a démarré en fait pour des causes diverses et variées, mais la principale des causes est que le 80% des exportations des États-Unis à l'époque, je vous parle donc de la moitié du 19e siècle, la guerre de sécession a commencé en 1861 et s'est terminée en 1865. Donc ça vous situe à peu près la période. C'était l'Empire français, le Second Empire en France, avec notamment l'expédition au Mexique, qui a failli causer l'intervention de la France dans la guerre de sécession. La principale cause était économique et donc, comme je vous le disais, 80% des exportations des États-Unis, c'était le coton. Et le coton était produit dans le Sud à 100%, ensuite expédié dans le Nord où il était manufacturé, puis envoyé notamment en France et en Angleterre par les bateaux partant des ports du Nord, Boston, New York, etc., Philadelphie. Et d'un seul coup, en 1859 et 1860, les Yankees ont décidé d'appliquer des taxes de 60% sur les importations de coton du Sud. Les exploitants agricoles du Sud ont dit bon bah très bien, si c'est comme ça, on va manufacturer nous-mêmes et on va expédier nous-mêmes depuis nos ports, parce que dans le Sud il y a des ports comme Charleston, Miami, la Nouvelle-Orléans, Galveston, etc. Et là, les banquiers du Nord se retrouvaient ruinés. Les banquiers industriels du Nord. Ils ont poussé Lincoln, qui, je le rappelle, était républicain. Lincoln, ils l'ont poussé à la guerre. Et lui, il a
à mon avis, ils ont dû payer aussi pour qu'il intervienne. Et il a décidé de la levée d'une armée. À l'époque, l'armée américaine, c'était 13 000 hommes, une toute petite armée qui était utilisée principalement sur la frontière contre les Indiens, ce qu'on appelait la frontière à l'ouest. Et il a décidé de lever une armée de 75 000 hommes et d'envahir le sud. Alors, les mêmes causes produisant les mêmes effets, que ce soit en Vendée, que ce soit en Ukraine actuellement, quand une armée étrangère envahit le territoire, les gens prennent les armes et se lèvent, non pas pour défendre l'esclavage ou je ne sais quoi, mais pour défendre leur maison, leur famille, leurs amis, leur façon de vivre. Parce que il y a le Nord, autant le Nord était industriel et industrieux et banquier, autant le Sud était rural. Il y avait 12 millions d'habitants dans le Nord et 4 millions dans le Sud. Je parle des Blancs. Ce qui peut expliquer le fait que les nordistes, les Yankees étaient sûrs de remporter la victoire, et d'ailleurs qu'ils ont fini par remporter, parce qu'ils avaient des industries, ils avaient les effectifs, etc. Mais ils ne s'attendaient pas à tomber sur une population aussi déterminée que l'ont été les populations du Sud. Et il faut savoir une chose aussi, c'est que les meilleurs officiers sortis de West Point étaient traditionnellement dans le Sud. Dans le Sud, la gentry, la noblesse locale, on était soit exploitant agricole, soit militaire, ou soit dans les ordres. Et dans le Nord, on était plutôt business school, on était plutôt banquier, industriel, etc. Je ne critique personne, mais c'est un constat. Le Nord était si sûr de lui qu'il a agressé le Sud. Et la première, alors il y a eu quelques escarmouches, dont la première a été le fameux Fort Sumter, dont vous entendrez parler par ailleurs, qui était un îlot qui se retrouvait dans la baie de Charleston. Et les Yankees n'ont pas respecté l'accord qui avait été passé. C'est un peu comme l'île des chiens avec les Ukrainiens et les Russes. Et les sudistes ne pouvaient pas supporter d'avoir dans la baie d'un de leurs principaux ports, d'avoir un talon d'Achille, d'avoir une épine dans leur talon, quoi. Et donc, ils ont ouvert le feu. Alors, c'était le général Beauregard qui commandait. Et il n'y a eu aucun blessé. Ça a duré 3 jours. Il n'y a même pas eu un blessé de part et d'autre. Il y a eu 2 blessés dans les rangs des Yankees, mais par accident. Ça n'a rien fait, en fait. Mais ça a mis le feu aux poudres. Sachant que le premier État qui a fait sécession, qui a décidé de faire sécession, c'est-à-dire de quitter l'Union, c'était la Caroline du Sud, et c'était en décembre 1860. Et là, tout de suite, il y a eu des levées de boucliers, alors qu'ils en avaient parfaitement le droit. Dans la Constitution des États-Unis, un État était libre d'adhérer ou pas à l'Union, à tel point que le problème se posait pour les nouveaux territoires. Cette guerre a été une guerre à la fois de mouvement et de position, mais ça a été la première guerre moderne, avec l'utilisation de mitrailleuses, de bateaux cuirassés, du télégraphe, du train, des chemins de fer comme transport de troupes. Et la première guerre durant laquelle on a utilisé un sous-marin.
Un sous-marin a été en effet utilisé pendant le siège de Charleston, et c'est mon arrière-grand-oncle Bourgard qui était chargé de la défense de la ville et qui à un moment donné, un ingénieur, c'est pas lui qui l'a mis au point, mais un ingénieur avait mis au point ce... Alors il y avait une hélice avec un arbre manipulé à la main, avec un rostre à l'avant avec une charge explosive. Et ils ont réussi à se ficher dans la coque d'un bateau Yankee qui était là, mais ils n'ont pas pu en ressortir. Ce qui fait que l'explosion a eu lieu et ils ont été soufflés par le... Et il avait combattu dans les rangs, mais il y avait des soldats qui avaient 16 ans, hein, qui avaient 15 ans, notamment les petits tambours, qui combattaient et qui se faisaient tuer aussi. Parce qu'à l'époque, la tactique était utilisée était encore celle des guerres napoléoniennes, mais comme il y avait des armes modernes, notamment la balle minier du nom d'un capitaine français avec l'utilisation d'armes de fusils à canon rayé. Autrefois, les fusils à canon lisse avaient une portée maximum de 150 mètres et donc on se tirait dessus à courte distance. Là, on continuait à se tirer dessus à courte distance avec des fusils qui avaient une portée de 500 mètres et avec des cartouches miniers qui avaient la particularité de s'écraser quand elles à l'impact. Et donc, ce qui provoquait des blessures effroyables qui s'infectaient rapidement avec des morceaux d'os, de tissu, etc. D'où le nombre invraisemblable d'amputations et de morts par suite de blessures. Voilà. Bousculer les troupes yankees qui étaient 4 fois supérieures en nombre. C'était souvent le cas. La plupart des batailles se trouvaient à... Ça s'explique aussi par le manque de ressources du Sud en hommes et en matériel. C'est-à-dire qu'on se retrouvait souvent à 4 contre 1. 4 en faveur de l'Union et 1 en défaveur de la Confédération. Voilà. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, lorsque la ville d'Atlanta a été prise, et ça on le voit dans le film Autant en emporte le vent, avec le grand incendie qui n'a pas été allumé par les confédérés, contrairement à ce qui a été dit, mais les lignes confédérées étaient en avant de la ville. Et les Yankees ont délibérément tiré sur la ville avec des obus incendiaires. Alors le général qui commandait, le général Bragg qui commandait la défense de la ville leur a fait savoir, mais enfin c'est inhumain ce que vous faites, vous tirez sur des civils. Et il y a eu 20 000 personnes qui ont disparu, femmes et enfants, qui ont été déportés par les troupes de l'Union. Il est montré un camp de prisonniers de guerre Yankee, qui est Andersonville, dont le patron a été pendu ensuite. Le capitaine Fritz a été pendu pour mauvais traitement, mais il leur donnait en fait ce qu'il avait, c'est-à-dire peu de choses. Alors qu'il faut savoir qu'il y a eu des camps de prisonniers au nord, des camps de prisonniers sudistes, dans lesquels 26 000 soldats sont du l'âme. Dont par exemple le camp d'Elmira, le camp Douglas, pardon, à côté de Chicago, dans lequel on laissait mourir les gens autour d'un point d'eau croupis. Ils n'avaient pas d'abri pour l'hiver, rien du tout. Et les Yankees avaient construit des observatoires. Et les gens, le week-end, venaient en famille, payaient
pour observer les gens mourir de faim, en fait, de misère. Et on leur vendait des limonades et des sodas. Même Hitler n'avait pas pensé à ça. Couverture typhus. Oui, oui, oui. Ben, faut savoir que je vais vous lire un extrait d'un ordre, juste 3 lignes. C'est écrit par Grant, le général Grant, qui a fini président des États-Unis. Nous combattons non seulement contre les armées, mais également contre une population hostile, et nous devons faire en sorte que chacun, vieux et jeune, riches et pauvres, sente sur lui la dure main de la guerre, tout autant que leurs armées régulières. Ça veut tout dire, on dirait les ordres de Barère à la Convention ordonnant à l'armée républicaine de saccager la Vendée et de ne laisser pierre sur pierre et d'exterminer la race vendéenne. C'est pratiquement la même chose. Et il faut savoir Et il faut savoir que Lincoln, avant la guerre, avait dit il n'est pas question d'abolir l'esclavage, et si je peux faire cette guerre sans libérer un seul esclave, je le ferai. Alors que dans le même temps, Lee avait hérité par mariage de la propriété de la famille de son épouse, qui était Arlington, qui maintenant est le cimetière national. Il y avait 300 esclaves. Il les a immédiatement affranchis, libérés. Et ils sont tous restés travailler contre salaire, bien sûr, mais ils sont tous restés travailler sur la propriété, ce qui veut dire qu'ils n'étaient pas si maltraités que ça. Alors je ne suis pas encore en train de dire que tout le monde était parfait, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est pas le cas. Mais il faut savoir qu'il y a eu des Noirs qui avaient des esclaves. Oui. Les Sioux, les Apaches, les Séminoles, les Cherokees étaient alliés des sudistes. Parce que les sudistes leur foutaient la paix. Et comment dire, ils étaient habitués à vivre avec des gens d'autres ethnies. Ils étaient habitués aux Noirs. La, la, la ségrégation ensuite après la guerre a été pire dans le Nord que dans le Sud. C'était infernal. Parce que les gens, on a vu il y avait des régiments, 70 000 Noirs se sont battus dans l'armée confédérée. Pas contre leur gré, hein, volontairement. Et souvent pour défendre les familles dont ils avaient la charge, etc. Et il n'y a pas eu de régiment noir dans le Sud. Ils étaient mélangés avec leurs camarades confédérés blancs ou chinois, parce qu'il y a même eu des Chinois. Il y a même eu un Cambodgien, quand je vais écrire l'histoire. Et alors que dans le Sud, il y avait ce qu'on appelait les Colored Troops, qui étaient des régiments de Noirs, mais il n'y a pas d'officiers noirs, que des Blancs. Et ça a duré longtemps dans l'armée américaine. Jusqu'à la guerre de Corée, par exemple. Jusqu'à la guerre de Corée. C'est-à-dire, pratiquement, il a fallu un siècle avant qu'il y ait des Noirs qui puissent accéder au grade d'officier. Et tout à l'heure, je vous ai dit que je vous dirais un mot des Indiens, parce qu'il s'est trouvé que le dernier général qui a déposé les armes du côté du Sud est le chef de la nation Cherokee, Standwatie, qui était donc un Indien. Et ces gens-là l'ont payé très cher, parce que après la guerre de sécession,
la plupart des généraux de l'Union qui s'étaient fait la main, si j'ose dire, en massacrant les confédérés, ont ensuite exterminé les Indiens. Sheridan, Sherman, Grant, Custer. Si vous avez vu des films comme Soldat Bleu, vous savez de quoi je veux parler. Oui. Des Indiens ont été généraux même dans l'armée du Sud. Donc, où est le racisme? De quel côté on pourrait se demander? Vous en parlez? Oui, ce drapeau est le drapeau officiel de la Confédération. Alors, le problème est qu'il ressemble au drapeau de l'Union. Et dans la première grande bataille, qui était la bataille de Manassas, il y a eu des confusions. Il y a eu des combats fratricides. D'autant plus qu'à la première bataille de Manassas, qui s'appelle Bull Run chez les Yankees en fait voulaient envahir Richmond. Entre Richmond était la capitale de la Confédération et Washington, la capitale de l'Union, mais il n'y a que 150 kilomètres qui séparent les deux villes. Et le premier qui prenait la capitale ennemie, bien entendu, remportait la guerre. Et donc les armées de l'Union ont décidé, enfin Lincoln a décidé de leur faire envahir Richmond. Et ils étaient tellement sûrs de gagner que même des congressmen, des hommes politiques, des députés, des sénateurs sont venus en famille assister à la déroute des Yankees, des confédérés, des rebelles. Et ils sont venus en calèche avec de quoi pique-niquer, de quoi goûter, etc. Et en fait, la situation a été retournée par le général Beauregard, qui a remporté une telle victoire que ça a été la déroute totale des armées yankees et que on les a poursuivis jusqu'à Washington. On n'a pas pu prendre Washington parce que les troupes étaient exténuées, il n'y avait pas de relève. Mais à la suite de cette bataille, dans laquelle il y avait des uniformes bleus des deux côtés, il y avait des uniformes gris des deux côtés, il y avait même les garibaldiens qui étaient en chemise rouge, etc. Le général Beauregard a décidé de dessiner ce drapeau de façon à ce qu'il n'y ait plus de confusion possible. Alors ce drapeau, le rouge, c'est le sang du Christ. Le bleu, c'est le bleu du ciel. C'est le bleu, pardon, de la Vierge Marie. Le blanc, c'est la croix de Saint-André. Et les 13 États de la Confédération figurés par les étoiles. Et sur celui-ci, ce sont les fleurs de lys. C'est le même drapeau avec des fleurs de lys parce qu'il a été arboré par les unités françaises, notamment de Louisiane, qui combattaient pour le Sud, mais le général Mouton, partant à l'assaut Mansfield, crie Vive le Christ roi. Donc ça vous laisse déjà une idée des motivations de ces gens-là. Alors, sécession. Alors, lorsque la guerre s'est déclarée, il se trouve qu'il y avait quand même des Français à la fois dans le nord et dans le sud des États-Unis. La majorité, 70% des 20 000 Français qui étaient là-bas, étaient dans le sud. Pourquoi? Parce qu'une ville, par exemple, comme ce qu'on appelait The Christian City, la cité du croissant, parce qu'elle est en forme de croissant, la Nouvelle-Orléans, était partagée en deux. Et il y avait un quartier qu'on appelait le quartier français, qu'on appelait le Petit Paris, dans lequel les gens parlaient français et ne parlaient souvent que le français. Ils ne parlaient pas un traître mot d'anglais. Pareil pour les Anglais de l'autre partie de la ville qui ne parlaient pas un mot de français.
Et donc, il y a eu beaucoup de gens qui étaient dans le sud et qui ont alors pris parti, fait et cause, si j'ose dire, pour leur état d'adoption. Il y avait des Français en Louisiane, il y avait des Français en Virginie, il y avait des Français dans le Tennessee, au Texas, etc. Et nous, à peu près 10 000 au nord. Mais 70% des Français du Sud ont rejoint l'armée confédérée. Ils étaient intégrés, ils se sentaient 70% des Français, alors que Napoléon III avait donné l'ordre à ses ressortissants de ne pas intervenir dans la guerre. Mais bon, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Et les gens, ils se sont engagés pour défendre leurs terres, pour défendre leur famille et les leurs. Parce qu'il faut savoir que alors on trouvait dans le sud également des gens, et ce dont je parle de mon livre, Héros oubliés. Pourquoi j'ai appelé ce livre Héros oubliés? Parce que j'y cite les 14 généraux français ou d'origine française de l'armée confédérée, qui étaient issus pour la plupart, d'ailleurs 13 d'entre eux étaient catholiques, sauf l'un qui s'appelle Manigault, que j'appelle le Huguenot, parce qu'il descendait d'une vieille famille française venue se réfugier à l'époque de la révocation de l'édit de Nantes. Il y a quand même 200 000 Français qui ont quitté la France et qui sont allés soit en Allemagne, soit aux Pays-Bas, soit aux États-Unis. Et comment dire, héros oubliés. Pourquoi? Parce qu'ils ont été bien entendu, alors que sur l'Arc de Triomphe à Paris figurent les noms de Turreau et de Westermann, qui ont été des bouchers de la Vendée, les colonnes infernales de Turreau et Westermann qui avait commandité le massacre des Lucs sur Boulogne, où 500 Vendéens ont été enfermés dans l'église à laquelle on a mis le feu. Le plus petit d'entre eux avait 3 mois. Voilà. Et ces Français-là, ces gens tous été oubliés sciemment, d'ailleurs délibérément, mais ils ont été des héros parce qu'à cette époque-là, les généraux dans la plupart des armées ne disaient pas en avant, mais suivez-moi. Alors c'est glorieux, mais ça posait aussi des problèmes parce que lorsque le général était tué, souvent cela signifiait la débandade dans les troupes. Parce qu'il y avait une atteinte, le chef était plus là, on savait plus. C'est très glorieux, c'est un peu comme les Saint-Cyriens en 14 montant à l'assaut avec leur casoar et leurs gants blancs. C'est glorieux, mais c'est un peu vain. Et nous le verrons, il y a aussi des Français qui sont venus de France pour rejoindre la Confédération, parce que et notamment des royalistes, parce que la cause leur ressemblait étrangement à la cause vendéenne. Et voilà, ils ont pris parti comme le prince de Polignac, qui est devenu un grand général de l'armée du Sud, dont je vais vous parler. Alors, et j'ai commis un premier livre qui s'appelait Le bataillon de Zouaves de Louisiane, parce que à la Nouvelle-Orléans a été levé un bataillon de Zouaves par une famille du nord de la France, la famille de Coppens, anoblie par le roi Louis XVIII en 1822.
qui se sont installés à la Nouvelle-Orléans et qui ont levé un bataillon de zouaves. À l'époque, les zouaves étaient des unités prestigieuses parce que c'était l'armée d'Afrique française. Et n'oubliez pas qu'à l'époque, 10 ans avant, il y avait eu la guerre de Crimée, dans laquelle la Légion étrangère et les zouaves s'étaient illustrés. Et donc, ils avaient beaucoup de prestige. Et les gens aimaient bien leurs uniformes, pantalons rouges, bouffants, boléro, etc. Et ils ont créé ce bataillon de zouaves. Alors ils en ont écarté. En fait, c'était un bataillon pas de repris de justice, mais ils auraient pu être à la Légion étrangère parce que c'était des gaillards prêts à en découdre. Ils ont même sorti des gens de prison. Enfin voilà, vous imaginez un peu. Et ces gens-là se sont battus pendant 4 ans, corps et âme. Il y a même eu une bataille au cours de laquelle ils tenaient la bataille de Mansfield, où ils tenaient seuls. Ils étaient à environ 200 face à 4 divisions Yankees et ils étaient sur une voie de chemin de fer. Et comme ils se sont retrouvés à court de munitions, ils se sont battus à coups de pierre, des pierres du ballast. Et ils ont arrêté les 4 divisions Yankees. À la fin, il n'était plus que 7 à la fin de la guerre. Et ils ont arrêté 4 régiments qui étaient obligés de prendre un pont, de passer sur un pont. Donc c'était des soldats de sac et de corde, mais de très très bons soldats. En 1803, Napoléon avait vendu la Louisiane aux Américains, qu'ils n'ont d'ailleurs pas payé totalement. Mais la Louisiane, c'était pas la Louisiane actuelle, c'était 21 États. Depuis les grands lacs au nord, à la frontière canadienne, jusqu'au golfe du Mexique. Tout ça, c'était français. D'ailleurs, on retrouve des noms dans le Kentucky de Louisville, en hommage à Louis XVI, le Vermont, le Maine, et tout ça, l'Illinois. C'est des noms qui sonnent français, quoi. Le Texas était français également, après avoir été espagnol et mexicain. Voilà, enfin, beaucoup d'États étaient français, mais on n'aurait pas pu les tenir. De toute façon, Napoléon a fait preuve enfin, Bonaparte, il était premier consul, a fait preuve de sagesse parce qu'un jour ou l'autre aurait eu lieu la conquête de l'Ouest. Et s'il y avait eu cet État français au milieu, avec des petites garnisons tenues par quelques soldats des troupes de marine et des tribus indiennes, on aurait été bousculé, piétiné, écrasé par les Anglais. Donc c'était inutile. Alors je ne reprends pas l'expression de Voltaire qui parlait d'arpents de neige. Pourquoi est-ce qu'on va se battre pour des arpents de neige? Mais on se battait presque pour une idée de la France à l'époque, que défendait notamment notre marine et les troupes de marine. Voilà, qui étaient. Mais les Anglais avaient des garnisons de 200, 300 hommes dans certains endroits, certains forts, alors que les Français étaient 10, 12, avec des Indiens, non pas comme supplétifs, mais c'était plutôt les Français qui étaient des supplétifs des Indiens. On reviendra sur les Indiens tout à l'heure. Ça a joué un rôle dans la guerre de sécession. Alors, lorsque la guerre... Voilà. Donc le général Polignac a ensuite été envoyé, après avoir combattu dans plusieurs batailles, a été envoyé en France par le président Jefferson Davis, qui était le président de la Confédération, pour essayer d'obtenir le ralliement de la France de Napoléon III. Parce que la France essayait de se déployer au Mexique,
Et elle souhaitait passer un accord avec les sudistes de façon à ce que les sudistes n'interviennent pas dans la guerre et leur laissent les mains libres au Mexique. Ce qui était prêt à faire la Confédération contre une reconnaissance, évidemment, de l'État confédéré. Mais le temps que Polignac, qui est parti en décembre, en fin 1864, arrive à Paris, son meilleur ami, qui était le duc de Morny, le beau-frère de Napoléon III, est décédé. Et quand il s'est présenté aux Tuileries, il a reçu un accueil favorable de la part de Napoléon III. Mais c'est là qu'on a appris la reddition du général Lee à Appomattox en avril 1865. Donc sa mission devenait obsolète. De blessures. Voilà, j'ai parlé longuement. Le dernier, pour finir, je vais vous parler brièvement de Général Beauregard, que je connais un peu. C'est Pierre-Gustave Toutant de Beauregard, que ma grand-mère appelait l'oncle Gustave, et qui est mort en 1893, et qui, lui, a été Lee commandait dans la partie nord de la Confédération. Lui commandait les armées du Trans-Mississippi, c'est-à-dire de la partie sud. Et ça a été, on l'appelait Napoléon en gris. Pourquoi? Parce qu'il avait une ressemblance physique étonnante, non pas avec Napoléon Ier, mais avec Napoléon III. Il portait notamment les mêmes moustaches, les mêmes bacchantes à la Badinguet, comme le disait Victor Hugo, que Napoléon III. Et donc les sudistes l'ont surnommé le Napoléon en gris. Et ça a été un très grand général également qui a, vous verrez mais je vais lui consacrer un prochain livre, car il le mérite. Et lui aussi a fini la guerre comme gouverneur de Louisiane. Il a créé la loterie nationale. Et actuellement, c'est grâce à des gens comme Girardet, etc., qu'il y a encore, à l'heure actuelle, à la Nouvelle-Orléans, des avenues qui portent le nom de Marengo, Iéna, Austerlitz, et qui a encore le French Quarter, le quartier français de la Nouvelle-Orléans. Ces gens-là, alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, Beauregard était d'une famille installée en Louisiane depuis le règne de Louis XIV, et donc une vieille famille française, mais qui avait gardé, on y parlait français, on parlait à Magnolia, qui était la propriété familiale, on parlait français, on étudiait en français, on continuait à être catholique. Et ces gens-là, pendant la Révolution, ont pris parti, bien entendu, pour la cause vendéenne, pour la cause catholique et royale. Voilà, à tort ou à raison, c'est pas à moi de le dire, mais voilà, je pense qu'ils n'avaient pas tort, en fait. Voilà. Alors, mon livre, c'est le deuxième que j'ai écrit. C'est mon dernier pour l'instant. Je suis en train d'écrire le troisième qui va porter sur les crimes de guerre de l'armée confédérée, de l'armée de l'Union, pardon, lorsqu'ils ont... Ben, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et alors, ceux qui seraient intéressés par acheter mon livre, je précise que dessus, je reverse 10 $, je le vends 27 $, et j'en reverse 10 à l'association dont je fais partie, qui est New Hope for Children, qui est une association dans laquelle j'enseigne dans une petite école à côté de Carabayriel, enfin à Carabayriel, qui est un petit village à côté de Siem Reap. J'enseigne le français, délibérément là aussi, parce qu'il y a assez d'anglais enseigné partout.
Et j'enseigne le français à des enfants qui sont vraiment dans la misère. Il n'y a rien, et donc chaque livre vendu, il y aura 10 euros, enfin 10 dollars, ce qui est l'équivalent de 10 euros maintenant, malheureusement, pour cette association. Et je suis responsable du fundraising, donc je vous certifie que l'argent sera versé dès lundi. Voilà, donc la conférence d'Eric se termine et la conclusion dans laquelle je veux aller va sur 2 points. Le premier, c'est que c'est bien évidemment une période cruciale dans la civilisation mondiale, notamment bien évidemment celle de l'Occident, qui est encore la plus influente à l'heure aujourd'hui, même s'il y a en ce moment une guerre qui est également civilisationnelle entre, on va dire, la Russie et l'Occident. La guerre civile américaine fut la première guerre, ou plutôt, je dirais, la dernière guerre religieuse du monde. Enfin, peut-être pas la dernière d'ailleurs, mais la dernière entre les protestants et les catholiques, c'est-à-dire entre les Anglais protestants, les WASP, les White Anglo-Saxon protestantes, et les catholiques d'origine plus du sud de l'Europe et notamment française, donc le sud des États-Unis, les confédérés, qui se sont battus contre le modernisme, la modernisation du monde, l'industrialisation du monde arrivant avec ces idées nouvelles que l'homme est un moyen de production, certes libre. Il n'y a plus d'esclaves, l'esclavagisme fut aboli et c'est une bonne chose bien évidemment, mais en la contrepartie, c'est une sorte d'esclavagisme moderne, de l'individu travailleur interchangeable, les usines, la mondialisation, le capitalisme, là du coup de connivence, la mauvaise face du capitalisme, c'est-à-dire le capitalisme d'arrangement entre amis, d'exploitation qui mènera bien évidemment jusqu'à la révolution de 1917 en Union soviétique, la révolution communiste, qui est une des conséquences directes de ce conflit. Voilà, sur le sujet, on vous mettra certainement des liens vers d'autres vidéos pour compléter ce travail qui est fort intéressant et qui semble comme ça juste une guerre, on va dire, entre le nord et le sud des États-Unis, une guerre entre les gentils nordistes et les méchants sudistes. Mais c'est bien plus complexe et bien plus profond que cela. Merci, à très bientôt.